plus loin à présent dans l'essentiel avec Ziad Limam, directeur du mensuel Afrique Magazine. Bonjour Ziad. Afrique Magazine qui titre en une en ce mois de juin sur la grande bataille de l'énergie. Exactement. L'Afrique est un continent riche en énergie et pauvre en énergie pour ses citoyens et ses entreprises, mais riche en sous-sol et en possibles produits. Donc c'est intéressant de rentrer dans cette discussion. Le cycle de l'énergie, partie d'Afrique. Et il n'y a pas de développement sans énergie. C'est la difficulté en ce moment sur le lien avec le développement durable. Donc c'est une vraie discussion. Et on l'évoquait à l'instant, y compris à 5 minutes encore, depuis le salon Vivatech, sur la question de l'intelligence artificielle, très dépendante, très énergivore, et donc avec un contexte favorable ici en France, avec le nucléaire notamment. Face à vous, Gauthier Ribinski, chroniqueur international ici à France 24. Bonjour Gauthier. Oui, bonsoir. Au sommaire, 5 jours après le début des affrontements à Los Angeles, le face-à-face entre manifestants et la garde nationale menace de s'étendre à d'autres États. À New York et en Géorgie, une partie de la rue s'oppose aux actions coup de poing contre les migrants clandestins. Au Texas, le gouverneur républicain lui en appelle à son tour à la garde nationale. Et puis Wagner part, mais la Russie reste au Mali. Ce sera Africa Corps, une émanation du Kremlin qui continuera désormais d'assister la junte au pouvoir à Bamako face à des djihadistes en pleine dynamique sur le terrain, au point même où le groupe de soutien à l'islamo-musulman, le JNIM, appelle les autres mouvements rebelles à la mise en place d'un nouveau gouvernement légitime. Ce sont ces mots et c'est à suivre. C'est tout de suite, on va plus loin. Los Angeles s'apprête à vivre sa deuxième nuit sous couvre-feu. La ville est en état de siège après le déploiement des Marines, censés, avec la garde nationale, rétablir l'ordre face aux manifestants. Un mouvement protestataire qui s'oppose aux descentes de la police de l'immigration, venue sur ordre du président interpeller des clandestins dans la deuxième ville des États-Unis et qui menace de s'étendre ailleurs, à New York, Atlanta ou encore au Texas. Anna Pereira. Au 5e jour des manifestations, le gouverneur démocrate de Californie, Gavin Newsom, figure de proue de l'opposition, prévient l'administration Trump. La Californie est peut-être la première, mais cela ne s'arrêtera clairement pas ici. D'autres États seront les prochains. La démocratie est la prochaine. La démocratie est attaquée sous nos yeux. Ce moment que nous redoutions est arrivé. Au Texas, grand État frontalier avec le Mexique, à forte population latino-américaine, des manifestants ont rejoint le mouvement depuis lundi soir. Le gouverneur républicain Greg Abbott y a ordonné mardi le déploiement de la garde nationale. Quelques interpellations ont eu lieu. Dans les rues, les protestataires n'ont pas l'intention de se laisser intimider. Les gens sont horrifiés par ce qui se passe. Cela montre que l'administration actuelle ne représente pas le peuple. Si nous sommes capables de rassembler autant de personnes dans tout le pays, c'est que quelque chose ne va pas. Lorsque des familles sont séparées, il ne s'agit pas de violation des droits de l'homme. Lorsque des personnes sont torturées dans des cages, sans avocat, sans procédure régulière, ce n'est pas une violation. Mais quand on porte atteinte à la propriété du gouvernement comme celle-ci, c'est plus important. Le mouvement s'étend à d'autres villes américaines comme ici à Brookhaven en banlieue d'Atlanta. Leur message reste le même. Pour eux, la majorité des immigrés ajoutent de la valeur à leur communauté et leur expulsion est préjudiciable. La marche était majoritairement pacifique, selon la police de la ville. Et on va à Los Angeles prendre le pouls de la situation. Loïc Piala, situation relativement calme, il faut le dire, depuis la nuit dernière, et le couvre-feu décrété par la maire de la ville, la démocrate Karen Bass elle-même. Oui, en fin d'après-midi, elle a annoncé ce couvre-feu de 20h à 6h du matin. C'était attendu. Elle avait suggéré qu'elle pourrait le faire, couvre-feu qu'elle va sans doute reconduire dans les jours qui viennent. Et c'est une réaction aux incidents que l'on a vus les 4 derniers jours. Et c'est vrai que quand vous vous baladez dans Downtown, le quartier est plutôt calme pendant la journée. C'était le cas hier, mais les murs sont couverts de graffitis. Des commerces étaient en train de placer des planches de bois sur leurs vitrines pour se protéger. Donc, elle a pris cette décision pour espérer ramener le calme et donner aussi une autre image de Los Angeles. Elle a insisté lors de sa conférence de presse en disant on voit des images à la télévision qui laissent croire que cette ville est à feu et à sang. Elle a rappelé c'est vraiment circonscrit sur cette zone du centre-ville qui n'est qu'une petite partie de Los Angeles. Elle ne voulait pas qu'on ait cette vision déformée de ce qu'il se passe. Le couvre-feu a plutôt marché, un peu de dégâts observés, des arrestations tout de même, un peu une vingtaine d'arrestations au début de
de ce couvre-feu, mais 200 sur l'ensemble de la journée de mardi. C'est le double de lundi, c'est le quadruple de dimanche et c'est encore plus que samedi parce qu'il y a à la fois une tension qui monte chez les manifestants et puis une volonté clairement de la maire, de la police d'être plus ferme également avec les fauteurs de troubles. Le gouvernement de Californie, Gavin Newsom, lui on vient de l'entendre, accuse Donald Trump de vouloir s'en prendre à la démocratie américaine, bien au-delà de son État, la Californie. Oui, il a fait un discours qu'il a publié en ligne, un discours de 8 minutes dans lequel il a évidemment parlé de la situation actuelle, dans lequel il a aussi rappelé sa fermeté vis-à-vis des casseurs en disant qu'eux étaient différents des manifestants et qu'ils seraient jugés, arrêtés et jugés, mais il a aussi élargi le problème pour lui. La venue, par exemple, de militaires, de 4000 membres de la garde nationale, de plusieurs centaines de Marines dans la région de Los Angeles, c'est un geste d'un dirigeant autoritaire. Ce n'est pas lié en soi à cette situation qui ne nécessitait pas l'intervention des forces armées. Donald Trump souffle sur les flammes, dit-il, des flammes qu'il a lui-même provoquées. D'ailleurs, le président américain, selon le gouverneur, il a eu cette phrase forte, hein, le gouvernement ne protège pas les communautés, il les traumatise. Et on en revient encore à cette différence fondamentale entre les élus californiens et l'administration Trump sur le regard qu'on porte sur ces sans-papiers. Pour l'administration Trump, il s'agit de criminels qui aient effectivement commis des meurtres ou qui soient trafiquants de drogue. Ils sont présents illégalement sur le territoire américain. Ils doivent être expulsés. En Californie, on voit avant tout ces sans-papiers comme des membres du tissu social, des gens qui contribuent à la société. Évidemment que les vrais criminels, entre guillemets, doivent être expulsés, mais on ne peut pas détruire des familles. Et ce qu'on a vu dans ces manifestations, c'est aussi beaucoup d'enfants d'immigrés inquiets pour leurs parents, des parents qui restaient chez eux, inquiets eux pour d'être attrapés par la police de l'immigration, et ces enfants qui eux venaient quand même soutenir la cause, montrer que ces immigrés en Californie contribuent à la société. Merci Loïc Piala, vous étiez en direct de Los Angeles pour France 24. Ziad Limam, sommes-nous là face au vrai test pour la démocratie américaine depuis le retour au pouvoir de Donald Trump? Ça va durer longtemps le vrai test, hein. Donc on est dans un des chapitres de ce que souhaite Donald Trump, c'est-à-dire une prise en main de l'État fédéral, une prise en main de l'Union, avec un agenda qui est à la fois... il y a une part de cynisme, il y a une part d'idéologie, quand même, assez marquée. Il y a une part de calcul politique, parce que toutes ces mesures anti-immigration, ça permet de bien rassembler les bases MAGA. Les 30, 35, 39%, on ne sait jamais trop ce que représente le mouvement dans le monde républicain. Ça permet aussi quand même de travailler l'électorat blanc. C'était l'électorat blanc qui a les suburban voters des villes, enfin des banlieues qui ont voté massivement, qui ont voté majoritairement républicain, qui sont très anxieux. Donc on leur dit oui, l'immigration, etc. Après, la méthode est d'une brutalité sans nom. C'est-à-dire qu'en fait, dans la campagne électorale, on parle de la lutte contre l'immigration illégale, mais les gens assument qu'on va viser les gangsters, les bandits, les trafiquants, les machins, etc. Or, la politique étant de faire du chiffre, là, on vise tout le monde. Et on vise des gens qui sont là depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, dont les enfants sont américains souvent. On vise des gens qui bossent, qui payent leurs impôts. C'est pour ça qu'il y a eu aussi cette polémique sur le fait que Elon Musk pouvait avoir accès aux fichiers des impôts, parce qu'il y a des tas de gens qui n'ont pas de green card et qui n'ont pas de passeport américain, mais qui bossent, qui ont des fiches de paye, qui payent leurs taxes à l'IRS. Et donc, cette attaque frontale, en dehors aussi de toutes les règles du due process, l'habeas corpus, des types qui débarquent sur les parkings de grands magasins, qui raflent un peu à la couleur de la peau, qui séparent les enfants des parents, des types surarmés aussi, avec des masques. Enfin, il y a aussi, derrière tout ça, cette espèce de crainte de la dystopie américaine, hein, les romans de Kennedy, etc., où il y a deux Amériques qui se rentrent dedans, une totalitaire et une soi-disant libérale. Donc on vit ça, et puis, l'autre chose qui est un peu traumatisante, et je pense que ça ne jouera pas en faveur de Donald Trump, c'est que l'émigration aux États-Unis, elle est légale, illégale, mais elle est consubstantielle, à un point que nous, en Europe, on ne comprend pas, que tous ces middle jobs sont tenus
par des émigrants, légaux ou illégaux. C'était pas un sujet jusqu'aux années 2000 d'ailleurs. Alors c'était pas un sujet, et ce qui est un sujet aux États-Unis, c'est l'incapacité de la classe politique à prendre en main la question migratoire, sortir une réforme. Il y a ces centaines de milliers, là, vous savez, ces gens qui sont sans statut, des enfants sans statut. On le sait, c'est pas normal, ça devrait être réglé. Donc, ils sont à la fois consubstantiellement liés, et d'ailleurs, des patrons qui ont voté Trump commencent à dire « Moi, j'ai perdu 20 employés, j'ai perdu 15 employés. » Donc, c'est quand même assez traumatique. Vous avez parlé de la Coupe du Monde, j'ai vu avant d'entrer. Il commence à y avoir des gens qui disent, vous l'avez dit, est-ce qu'on va aller... États-Unis, Mexique, Canada. Est-ce qu'on va aller faire des matchs aux États-Unis? Gauthier, c'est la maire de Los Angeles, démocrate de son État, qui a dû se résoudre à décréter le couvre-feu, le signe que, contrairement à ce qu'ils affirment, les démocrates ne maîtrisent pas tant que ça la colère des manifestants face aux actions de la police de l'immigration. Non, bien sûr, oui, parce que l'attitude, on l'a dit maintes fois sur d'autres sujets, sur d'autres thèmes, mais le Parti démocrate est en pleine convalescence, si tant est qu'il soit déjà dans ce stade de rémission. Donc, par rapport à un certain nombre de sujets qui sont à la fois sociaux et, qu'on le veuille ou non, qu'ils soient forcés à être identitaires ou pas, mais qu'il y a cette dimension-là, les démocrates sont un peu dans les choux. Et qu'ils ont du mal à argumenter. Et, comme le disait Ziad, sur des questions comme ce qui concerne les enfants, ça fait longtemps que la réflexion aurait pu avoir lieu et aurait pu aboutir à quelque chose. Donc là, si vous voulez, il y a la mesure conservatoire de la maire. On connaît ce genre d'image aussi. Souvenez-vous quand il y a eu les dernières émeutes en 3 ans. Oui. Et puis il y avait eu en 2005 aussi les images qui étaient diffusées de Paris, par exemple, sur CNN aux États-Unis, donnaient l'impression que la ville en entier était totalement ravagée. Et puis ces images de drapeaux mexicains qu'on voit flotter dans ces manifestations, devenues l'étendard de ces rassemblements, c'est du pain béni, ça, pour Donald Trump? Moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans cette histoire, c'est que vous avez vu que la majorité de ces manifestants, notamment à Los Angeles, sont blancs. Et que s'il y a l'appropriation de cet étendard mexicain, c'est qu'il y a précisément l'idée que par rapport à ce que sont censés représenter les États-Unis, il y a un manque, il y a une carence, il y a quelque chose qui ne va pas. Et on prend ce drapeau qui est en quelque sorte celui du faible. Oui, des opprimés en l'occurrence. De l'opprimé, qui représenterait une nouvelle classe d'opprimés, et qui de ce fait-là est censé avoir quelque chose de fédérateur. Comme disait, je ne sais plus quel président mexicain disait il y a longtemps, il disait « Pauvre Mexique, si loin de Dieu et si près des États-Unis ». Il y a quelque chose de cet ordre-là qui est... Mais bon... Faut pas... Ça sert ça sert le discours de Trump qui donne à l'envie ces photos. Ça sert le discours MAGA, ça sert le discours malgré tout blanc. Encore une fois, je pense que c'est quand même un aspect qu'il ne faut pas négliger. Il y a une population blanche qui se sent menacée et qui dit c'est très bien, mais qui commence à se dire mais ça va jusqu'où? La deuxième chose, c'est que l'histoire est complexe. Toute cette partie des États-Unis était mexicaine et hispanophone, c'est naturel, c'est dans la culture, c'est dans les gènes. Excusez-moi, San Francisco, Los Angeles, je ne sais pas le faire avec l'accent. San Diego, plus encore, est quasiment une ville mexicaine. Sacramento, toutes ces villes qui sont au contact du Mexique ont été, enfin, il y a une symbiose des cultures. Et les Latinos, c'est, je crois, maintenant... peut-être me tromper sur le chiffre, si quelqu'un peut nous le corriger, je crois que c'est 20-21% de la population des États-Unis. Sur l'ensemble du territoire, Oui, donc c'est pas négligeable en termes d'influence culturelle et que les drapeaux sortent et que c'est comme quand en France, on va au stade et qu'il y a un type qui sort son drapeau algérien. Oui, mais bon, la consubstance des histoires fait ça. Alors, juste une chose, parce qu'on a tendance à un peu schématiser et caractériser, on en parlait, je peux me permettre de le dire quand on prépare l'émission, et il y a cette historienne qui s'est exprimée dans Le Monde, qui dit qu'il faut faire attention au schéma d'une Californie qui serait l'espèce de béatitude libérale opposée à l'ogre autoritaire du Trumpisme. C'est beaucoup plus complexe que ça. D'abord, ça traverse les États, ces conflits. La Californie, c'est aussi... le contre-wokisme, c'est Ronald Reagan, c'est Nixon, c'est Stephen Miller qui est l'homme le plus proche de Ronald Reagan, de Donald Trump aujourd'hui, qui est le théoricien de tout ça, qui est né à Santa Monica et qui s'est construit dans la rupture par rapport à cette Californie beatnik des années 60, 70, etc. Donc il y a toutes ces Amériques en Californie et la bataille, c'est aussi l'enjeu électoral.
si les républicains arrivaient à reprendre la Californie, comme ils ont repris la Floride, parce que la Floride était tout le temps, souvent un battle state, et ça l'est plus depuis 2 ou 3 élections, ce serait un gain phénoménal. Depuis Reagan, on n'a plus voté républicain pour un président républicain. Je crois que la Californie a basculé définitivement avec Clinton. Il faudrait là faire peut-être que Bush, effectivement, peut-être que Bush a été le dernier président élu, effectivement. Donc on a des conflits qui sont trans-États. C'est en train de chauffer au Texas, qui est un État ultra réactionnaire, ultra religieux, mais il y a aussi des minorités. Une ville comme Austin est une ville profondément libérale, donc on voit que ça traverse tous les États. Est-ce qu'il y a là des ferments de guerre civile? Alors, la question est là, est-ce que justement ça traverse d'une manière, on va dire, longitudinale chaque État? Enfin, le Wyoming, voilà. Il y a quand même un... Est-ce que le Nebraska... le Wyoming et le Vermont et le Massachusetts vont rester démocrates. Voilà. Mais la question est là quand même, sur des États classiquement républicains. Que va-t-il se passer au moment où la réflexion, justement, de bons électeurs moyens trumpistes vont se dire, attendez, j'ai perdu effectivement 50 employés parce que je ne peux plus les employer, puis parce qu'il y a un certain nombre de menaces physiques. Il y a quand même, là je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure, sur cette ambiance qu'il y a dans certains endroits aux États-Unis, avec justement des espèces des contrôles qui ne sont pas habilités, des gens qui se livrent à ce type d'intimidation. Comment voulez-vous que même celui qui dise « je ne suis moi préoccupé que par la bonne marche de mon entreprise », s'il y a ce type de climat qui s'instaure, c'est contre-productif. Est-ce que ça va gagner des États qui sont fondamentalement républicains? Ça n'est pas... Vous dites des électeurs trumpistes, en gros, pourraient être dissuadés face à leurs intérêts économiques qui sont en jeu dans cette affaire. Oui, mais parce que le désordre n'est jamais bénéfique pour ces gens-là. Il y a quand même l'Amérique utile et l'Amérique ce que les Américains appellent un peu les flyover states. Bon, on peut passer au-dessus. De toute façon, ceux-là, ils sont dans leur camp. Ce qui compte, c'est les grands États de l'Ouest, les grands États de toute la bande qui descend vers le Texas, y compris les États du Sud, qui sont très importants. Donc, ces États peuplés, qui sont des enjeux politique, économique, identitaire, civilisation. C'est là que ça se joue. Et c'est là que la bataille est terrible. Et je pense que, pour conclure, c'est quand même la lutte pour un type de démocratie. C'est la lutte pour un type de fonctionnement en commun. Et puis pour un changement des États-Unis. Parce que là, on est en rupture avec la tradition. C'est ça. C'est-à-dire que pour les théoriciens qui sont derrière Trump, il faut cette Amérique religieuse, dominée quand même, excusez-moi de le redire, par le monde blanc, qui pose un certain nombre de principes sur l'immigration, sur l'Église, sur le wokisme, sur les relations entre couples, profondément homophobes, anti-LGBT. Bon, tout ça, c'est quand même... Allez-y, Gauthier. Là aussi, il y a un point qu'on a vu pendant la campagne électorale. Un certain nombre de personnes, justement, des Noirs notamment, qui s'étaient portées vers le candidat Trump en disant « Moi, la forme de wokisme que je connais a tendance à me prendre par la peau et à me dire tu vas rentrer dans la case finalement de ceux qui sont malheureux et qui sont des damnés de la terre. » Est-ce que ces gens-là qui ont franchi d'une certaine manière le Rubicon en allant vers Trump, est-ce que là, ce qui se passe là, va les faire regretter leur choix en termes électoraux? C'est pas non plus négligeable. Il y a peut-être une image qui va aussi marquer une rupture avec la tradition américaine, c'est samedi. Il se trouve que c'est l'anniversaire, les 79 ans de Donald Trump. C'est aussi le jour qu'a choisi le président américain pour convoquer une parade militaire. On sait qu'il avait été très impressionné par le 14 juillet ici en France en 2017, invité à l'époque par Emmanuel Macron. Eh bien, une parade aura lieu à Washington, censée célébrer par la même occasion les 250 ans de la fondation de l'armée de terre américaine. Signe d'une dérive totalitaire? C'est comme ça que ça peut... En tous les cas, signe qu'il est capable de faire avaler n'importe quoi au système. Il est capable de dépenser beaucoup d'argent pour ces choses-là, parce que ça coûte cher. Il va le faire à Washington, et à mon avis, c'est aussi pour emmerder la ville, qui est profondément anti-Trump et démocrate. J'ai lu un article comme quoi ils étaient obligés de remplir les gradins avec des figurants qui seraient habillés en rouge et bleu, etc., parce qu'il n'y a personne qui va aller à cette parade. Donc c'est là que je vous dis, lui... Il n'a pas de limite. Il pousse, ça passe, il continue. Et il a du pouvoir. Vous avez vu aujourd'hui la défaite en race campagne d'Elon Musk, ou presque. Enfin, on ne sait pas, mais quand même. Il fait acte de contrition, en tout cas. Quand même. Donc ça veut dire que le pouvoir fédéral, le président des États-Unis, si les contre-pouvoirs imaginés par les pères fondateurs, c'est-à-dire la justice et le Congrès,
ne fonctionnent plus ou se soumettent, c'est un pouvoir absolu. Et quelqu'un comparait, par exemple, pour les Républicains, un des modèles, paradoxalement, ça serait par exemple le BJP en Inde. C'est-à-dire un parti hégémonique qui tient à toutes les manettes, qui propose un discours très ethno, très religieux, très idéologisé comme ça, contre les élites libérales, intellectuelles, wokistes et avec gauchistes. une religion, comme le fait le national-hindouisme. Mais avec des élections. Avec des élections, oui. Et c'est pour ça qu'on a longtemps dit la plus grande démocratie du monde à propos de l'Inde. C'est pour ça que Clinton a dit que les midterms étaient un enjeu presque historique, parce que comment vont se passer ces élections? Eh bien, on va le voir. Entre-temps, il y aura eu du redistricting, c'est-à-dire du redécoupage électoral. Extrêmement problématique. Bien sûr. Ça bouge au Mali, alors que la principale organisation djihadiste, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, le JNIM, appelle les autres mouvements rebelles à la mise en place d'un nouveau gouvernement légitime pour remplacer la junte au pouvoir. Les mercenaires russes de Wagner, principaux soutiens jusque-là de cette junte, quittent le pays remplacé par l'Afrika Korps, une autre organisation sous le contrôle direct du ministère russe de la Défense. Est-ce Gauthier Rybinski, pour paraphraser le dirigeant communiste et fort apprécié des Russes à l'époque, Jacques Duclos, bonnet blanc et blanc bonnet? Alors, première réponse, d'abord, pour un Poutine qui prétend toujours être vigilant sur les résurgences du nazisme, du néonazisme, avoir une organisation qui s'appelle l'Afrika Korps, alors que c'était le nom du corps expéditionnaire nazi-allemand pendant la Deuxième Guerre mondiale, bon... Voilà quoi, il aurait même pu lui trouver un acronyme russe, ça aurait été les mêmes bonhommes, mais... Alors, bonnet blanc et blanc bonnet, il y a l'idée quand même de reprendre en main un certain nombre d'actions qui dépendraient beaucoup plus de la direction russe et du ministère de la Défense. Bon. Par ailleurs, ce qu'on voit, ce qui est fort probable, c'est qu'il y ait un grand nombre de militaires, oui, d'actions du groupe Wagner qui vont se retrouver dans l'Afrika Korps, mais probablement avec d'autres types de management. Là où, au fond, ça ne change pas la donne, c'est que vous avez quand même une espèce d'imposture totale dans le fait que Poutine se montre et se présente comme étant un décolonisateur, en disant « Moi, je suis là, vous avez subi le joug français, moi, je suis là pour vous libérer ». Or, ce qui commence à poindre quand même en Centrafrique de manière très claire, et un peu plus maintenant au Mali ou ailleurs, c'est que les Wagner ou autres sont là pour s'en mettre plein les poches, pour assurer la direction du pouvoir, et puis on vend des exactions qui sont en cours, et qui, de fait là, compliquent encore plus la situation, parce que les populations qui sont parfois prises entre deux feux se disent, bon, après tout, si le djihadisme m'offre une certaine sécurité avec l'Azawad, les Touaregs, face à ce qu'on m'offre de l'autre côté, ça se discute. Bon, je ne dis pas que c'est nouveau, ça, mais fondamentalement, donc, la chose n'a pas évolué depuis la junte au pouvoir, et surtout, c'est toujours la même problématique, c'est-à-dire que si vous voulez coller du tout sécuritaire sur un pays où l'influence, les prérogatives de l'État ne s'étendent pas dans les moindres, j'allais dire, sur les bases les plus élémentaires, votre politique tout sécuritaire, elle est vouée à l'échec à un moment ou à un autre. Ziad Limam, le remplacement, le départ donc, de Wagner, ça consacre à un échec dans la lutte anti-djihadiste? Franchement, je ne sais pas si le problème se prend par là, pour être très sincère. Je veux dire, bon, les Russes, ils ont une politique d'expansion, d'intervention petit à petit. Il y avait Wagner, c'était des prédateurs, businessmen militarisés. Bon, ils ont été liquidés, un dans l'avion et les autres, on les a rapatriés. On met un Afrika Korps qui correspond à cette position russe d'essayer de marquer des points dans une région où ils ont des intérêts à défendre, que ce soit économique ou pour emmerder les Occidentaux, les Américains, les Français. Ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe au Mali et à Bamako. D'abord, il y a, vous avez vu, des attaques particulièrement meurtrières des djihadistes du JNIM sur des bases qui ne sont pas si loin que ça de Bamako. Et il y a eu des attaques à Bamako, etc. Donc il y a quand même une résurgence militaire de l'insurrection djihadiste. Il y a des discussions entre le JNIM et les Touaregs sur des bases d'un accord possible, d'espèce de gouvernance à deux dans lequel la charia, ceci, cela. Il y a une politisation du JNIM qui commence à émettre des textes qui parlent d'État, de frontières, de gouvernement sans la junte. Et donc, tout ça, ça bouge vite. Et la junte
outre qu'elle n'arrive pas à sécuriser ses frontières, qu'elle s'est coupée de sa société politique. C'est-à-dire avec les lois, avec les textes qui ont fait qu'on a dissous toutes les organisations, avec le fait qu'il n'y a pas de véritable dialogue national, avec le fait qu'il n'y a pas d'élection, le Mali, c'est un pays politique. Et donc, cette junte elle a eu son moment à Kidal. On a senti l'armée est revenue, on a sorti quelque chose de la fierté, et la fierté est passée presque au-dessus de la junte. Mais aujourd'hui, les gens constatent l'échec. Et donc, c'est une junte extrêmement fragilisée. Pour en revenir à Wagner et à Africa Corps, ils vont aider qui ? Ils vont soutenir quoi ? Les flux entre le Burkina et le Mali de djihadistes, c'est une réalité. L'AES qui se coupe aussi de ces... pas tous, parce qu'il y a certains qui jouent un jeu peu complexe, mais qui se coupent de ces appuis traditionnels des États de la côte. Donc on se dit, mais tout ça, ça les mène où ? Et quand je vous disais il y a quelques semaines sur ce plateau, je crois que une des craintes, c'est qu'un jour, Alors, la stratégie du JNIM, c'est particulier parce que prennent pas les villes. Ils la sanctuent. En fait, ils la neutralisent, mais ils font pas l'erreur de 2012 de planter le drapeau, etc. Mais c'est pas non plus exclu qu'un jour, Niamey ou Bamako, en particulier, soient prises et qu'on ait affaire à une réalité politique autrement différente. Merci beaucoup, Ziad Limam. Gauthier Ravissy, je voulais noter. Non, malheureusement, il reste. Non, c'était simplement pour dire qu'il y a. Vous disiez qui soutenir pour les Russes, vu la complexité. Je pense que la politique russe, c'est d'être justement en haut et de susciter des vassals et non pas de vassaliser les gens et non pas d'être forcément celui qui soutient. C'est un renversement de perspective, mais qui ne change rien à ce que vous venez de dire. Merci beaucoup Gauthier Rybinski, Ziad Limam. On va plus loin, c'est terminé. L'essentiel revient dans un instant. Restez avec nous.